Elles sont phagocytées par la politique du buzz, mais c'est pas forcément sur le même plan. C'est-à-dire que la mise en récit a été un peu abandonnée depuis quelques années. Elle a eu des grands moments. Elle s'est un peu arrêtée après la grande mise en récit un peu libérale des années 80 qui a duré une vingtaine d'années. Depuis les années 2000, c'est vrai qu'on tâtonne et il n'y a plus de grands récits nationaux ni de grandes mises en récit à l'échelle des pays. Et la politique du buzz, effectivement, le monde médiatique, etc., est venu un peu phagocyter cette mise en récit. Du coup, on est dans une logique de coups médiatiques, de buzz, de clash, de débats agressifs, sans nuance, qui effectivement est tout à fait contradictoire avec la mise en récit qui s'inscrit dans du temps long, vers un cap, des objectifs et un storytelling au sens noble du terme qui pourrait nous projeter dans une dimension supérieure. Aujourd'hui, on est dans une société, étant aussi un peu dans les médias, dans une société médiatique très agitée, où il y a une hyper offre de contenu, où vous avez des contenus partout sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur les plateformes, de nos médias digitaux qui se créent tous les jours. Il y a une sorte d'hyper offre de contenu qui se déploie, qui se développe, et du coup pour exister dans ce magma de contenu, il faut attirer l'attention sur soi. Et donc dans ce cadre-là, on essaye d'attirer l'attention, malheureusement avec du buzz, et soit avec ce qu'on a appelé au fil des années des dérapages, soit par une brutalisation des échanges et du débat, soit par des formules outrancières. Cette hyper-offre est dans ce magma de contenu bouillonnant dans lequel il faut se faire repérer et remarquer. On a tendance à attirer l'attention sur soi avec du buzz, plutôt que par de la mise en récit, de la nuance, du consensus. Aujourd'hui, on se fait pas remarquer sur une chaîne d'information continue, sur un plateau de télé, avec un propos nuancé, avec même du doute. Aujourd'hui, le doute n'est plus du tout en vogue, il est pas, ou même le consensus, avoir une position un peu médiane, voilà, alors que ça demande un certain courage et ça demande d'une mise en perspective, une réflexion plus approfondie. Et effectivement, aujourd'hui, on attire beaucoup plus l'attention avec un propos tranché, clivé, sans nuance, qu'avec une position plus balancée, qui demande du pour et du contre, avec un certain perspectivisme. Donc aujourd'hui, effectivement, on est un peu enferré dans cette politique-là. Moi, je ne désespère pas qu'on arrive à obtenir des positions plus nuancées et que les gens, les citoyens, à la télévision, à la radio et sur les différents médias, soient sensibles à une analyse nuancée. Et ma conviction, c'est qu'ils le sont et qu'on leur donne, qu'on croit que le buzz est nécessaire pour attirer l'attention et pour se faire entendre, alors que je pense qu'il y a une vraie demande de contenu beaucoup plus apaisé, nuancé, approfondi, discuté. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'émissions, il y a un certain nombre de contenus médiatiques et il y a une tendance lourde qu'on voit nous dans nos études à la fois qualitatives et même dans nos sujets, dans nos reportages, dans nos documentaires. Il y a une volonté pour du temps long, il y a une attente pour des positions plus nuancées, il y a une volonté d'apprendre des choses et tout cela va à rebours du buzz, de la position tranchée, clivée, un peu à la porte-pièce, péremptoire et qui laisse pas de place au doute. Et en fait, ne pas savoir aujourd'hui, c'est presque devenu inadmissible dans la mesure où on ne peut pas dire je ne sais pas, c'est à la fois ringard, on ne vous invitera pas dans des médias pour dire je ne sais pas, on vous invite au contraire pour dire je sais pour telle raison et c'est comme ça qu'il faut penser. On a tendance à inviter des experts qui ont des kits de solutions, un kit à penser pour que les gens puissent s'équiper, mais je ne sais pas, c'est aujourd'hui dans la société médiatique dans laquelle on vit, c'est difficilement acceptable. Je pense qu'il y a tout un défi à reconstituer l'envie de douter, de valoriser le doute, de valoriser la nuance et de remettre un peu sur le devant de la scène le je ne sais pas, évidemment avec des arguments pour et des arguments contre, avec tout un certain équilibre et une approche sur le contenu et de développer ces arguments. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pas très valorisant et en fait, on vit dans une société, je trouve, où l'opinion est devenue identitaire. C'est-à-dire que mon opinion, c'est moi.
Et donc quand on attaque une opinion, on s'attaque à vous. Et ça a été développé largement par les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont beaucoup plus des vecteurs pour transmettre votre identité, ce que vous êtes, ce que vous mangez, comment vous habillez, ce que vous pensez, que pour transmettre et charrier de l'information, ce qui était leur mission au départ. Et donc aujourd'hui, quand on s'en prend à votre opinion, on s'en prend à vous d'une certaine manière, à votre identité. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à des échanges beaucoup plus outranciers, beaucoup plus brutaux, à un débat public non maîtrisé et beaucoup plus brutal. Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on s'attaque à votre identité quand on s'attaque à votre opinion, et que du coup, dire je ne sais pas, c'est ne pas avoir d'opinion et donc être quelqu'un sans identité d'une certaine manière, sans colonne vertébrale. Il y a toute une série de raisons liées à des biais cognitifs, c'est-à-dire qui d'ailleurs se développent sur les réseaux sociaux, un biais de confirmation, les biais de ce qu'on appelle la dissonance cognitive aussi, c'est-à-dire que vous êtes stressé de ne pas avoir d'opinion sur un sujet, pour revenir à votre question précédente, et donc du coup vous rejoignez la masse pour penser la même chose, ou alors vous rejoignez l'opinion la plus péremptoire pour en tout cas avoir une opinion et pas être dans ce stress permanent de dissonance. Il y a l'instinct grégaire qui fait que vous avez souvent tendance à aller vers l'opinion majoritaire. Donc il y a un certain nombre de biais cognitifs qui se développent sur les réseaux et en dehors des réseaux qui sont à l'origine de cette politique du buzz. Quant au message politique, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que aujourd'hui on a un débat politique qui n'est pas assez approfondi, c'est-à-dire que les différentes options ne sont pas mises sur la table, ne sont pas creusées, ne sont pas suffisamment mises à profit du public, et donc du coup on reste dans une société extrêmement polarisée, avec des gens qui ne se parlent pas, qui sont relativement éloignés les uns des autres. C'est le cas de manière extrêmement frappante aux États-Unis, où on a une société extrêmement polarisée. Vous avez, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que 20% dans les années 70 des démocrates ne voulaient pas entendre parler des républicains. Aujourd'hui, le chiffre est à 80%. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux ensembles très homogènes, mais qui ne souhaitent pas se parler. Et c'est une tendance qui se développe beaucoup, jusqu'en France. On voit bien, rien qu'au sein de l'Assemblée nationale, on a des groupes qui sont dans une logique d'affrontement et extrêmement distants les uns des autres. Donc cette logique de polarisation, elle est vraiment à l'œuvre aujourd'hui au sein de nos sociétés, notamment aussi sur les réseaux sociaux via le système des bulles cognitives, où vous avez tendance à ne recevoir que des informations qui vous confortent dans vos points de vue, et donc chaque silo de population, d'une certaine manière, reçoit des informations qui les confortent dans leur propre opinion, ou alors reçoivent des informations qui sont répulsives par rapport à ce qu'ils pensent. Donc du coup, chacun reste dans son couloir de nage, et ça va dans le sens d'une sorte de fracturation de la société, de fragmentation de la société, où chacun reste dans son compartiment d'une certaine manière. Ça a été dit par Fourquet dans son livre sur l'archipel français, où on a des blocs de population qui sont chacun dans leur communauté. Ça a été dit dans ses écrits par Christophe Guilluy sur la France périphérique, la France plus urbaine, où on voit bien des populations très distinctes. Et donc tout ça pour dire que tous ces écrits, ces essais vont dans le même sens, c'est-à-dire de dire qu'on a une société de plus en plus fracturée. Les médias sont des vecteurs de transmission, mais je ne pense pas qu'ils transforment la société. Effectivement, les médias, comme pour rejoindre ce qu'on disait, ils sont plongés dans une hyper-offre de contenu. Donc, ils veulent chacun émerger et attirer l'attention pour être consommés d'une certaine manière et que les gens viennent les voir. Donc effectivement, il peut y avoir cette tendance sur certaines chaînes d'information, il peut y avoir cette tendance dans certains talk-shows à surfer sur le buzz du jour, à inviter la personne qui va prononcer ou proférer des propos un peu outranciers, un peu limites, qui va déraper. Évidemment qu'il y a cette tendance. Mais je pense néanmoins que les médias sont quand même tractés par ce qui se passe dans la société et ne devancent pas la société. C'est pas, c'est pas Trump qui a créé Fox News, c'est Fox News qui accompagne Trump, qui a accompagné Trump. Donc je pense que les médias sont plutôt sur le buzz et sur le traitement de la société, peuvent avoir leur rôle à jouer, peuvent se transformer en médias d'opinion, avec des opinions qui balayent le différent spectre politique, mais je ne pense pas que les médias influent sur la société dans le sens où ils affadisseraient et affaibliraient la parole politique. Après, il y a un moment où on ne va pas suffisamment au fond des options politiques dans notre pays, pour X raisons,
J'étais avec un copain qui habite en Suisse là, ce week-end. Il m'a transmis les fascicules qu'ils reçoivent en Suisse pour les votations populaires. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça en France, mais en tout cas, il y a une association des citoyens à la décision publique qui est fascinante. C'est-à-dire qu'il y a 3 décisions qui vont être votées, ou qui ont été votées là récemment. Ils reçoivent un fascicule avec les 3 décisions, ce que recommande le Conseil fédéral, ce qu'ils ne recommandent pas, avec un oui, avec un non. Ils expliquent le sujet. Là, c'était pour maintenir la situation d'urgence liée au Covid, par exemple. C'était pour taxer les grosses entreprises. Et il y avait également une votation surprenante sur les congés, sur une 6e semaine de congé, qui a été refusée d'ailleurs, c'est étonnant. Mais on explique tout de manière extrêmement approfondie. Le Conseil fédéral fait sa recommandation, il explique pourquoi il est contre, et ensuite au public et aux citoyens de se faire leur avis et d'aller voter en conséquence. Aujourd'hui en France, et d'ailleurs Habermas, le philosophe, le dit également, mais à l'échelle européenne, on a des sociétés polarisées, mais on ne va pas au fond des options politiques, on ne les creuse pas, on ne les discute pas dans nos sociétés, et les médias peuvent être coupables à cet égard. C'est-à-dire qu'on n'approfondit pas les sujets. La campagne présidentielle française, il n'y a aucun thème qui s'est dégagé. Alors il y a peut-être une responsabilité des politiques, mais en tout cas, les médias, les citoyens et les politiques n'ont pas poussé à creuser certains débats, et de peser le pour et le contre, de les approfondir, de les mettre sur la place publique et vraiment de les débattre. Oui, parce que, et on le voit, d'ailleurs, on le voit dans les médias, dans mon métier, je vois que les gens en ont assez de la violence verbale, en ont assez de l'affrontement, en ont assez du buzz dont vous parlez, et puis les politiques du coup se décrédibilisent, les gens sont en recherche c'était un terme devenu un peu galvaudé, mais la bienveillance, les gens veulent la bienveillance, ils veulent pas des contenus à la télévision, dans les médias qui soient violents, ils veulent se détendre, ils veulent s'évader. Enfin, je vous parle des médias là, hein, pas de la politique, mais en tout cas il y a un vrai besoin de respiration et de bienveillance, de contenu plus doux, et de pas être dans cet affrontement permanent qu'on peut voir dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, et qui effectivement ont tendance à les éloigner de la politique, et la constatation qui est la résultante de cette violence et de ce buzz, c'est un désengagement des gens. C'est un désengagement progressif de la sphère politique, des décisions, de la mise à distance, même de la consommation d'informations. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on voit tout à fait que les gens se désintéressent de l'information au quotidien parce que c'est anxiogène, ça les stresse, ça leur sert pas à grand-chose. Une information chasse l'autre, un buzz chasse l'autre, le lendemain on parle d'autre chose. Et puis une fatigue de cette violence et de d'une certaine manière, cet extrémisme permanent, quoi. Voilà.